Eh bien, allons-y. Parlons d'Alien Covenant, réalisé par Ridley Scott, la suite de Prometheus. C'est nul. Et le pire, c'est que je peux même pas m'énerver, comme avec Prometheus. Parce qu'avec Prometheus, j'avais l'espoir que ce soit bien. Alien Covenant, depuis le début, je sais que ça va être de la merde. C'est pas possible qu'un mec qui s'est foiré à ce point avec ce qu'il a fait dans Prometheus sorte un film intéressant par la suite. Et c'est le cas. Et ce qui est ouf, c'est qu'il a corrigé certains des défauts du premier. C'est-à-dire que dans le premier, il avait dit j'ai pas mis les explications, j'ai viré des trucs qui expliquaient le scénario parce que j'ai voulu travailler le rythme. Tu te dis bon, très bien, ça peut être louable de louer le rythme, mais en même temps, s'il se passe rien d'intéressant, on s'en fout que ce soit rythmé ou pas. Et si rien n'est logique, on s'en fout que ce soit rythmé ou pas. Donc là, du coup, il a pourri son rythme pour mettre des explications, et les explications n'ont aucun sens. Jamais. Il n'y a pas une seule explication qui marche. Je vais faire une partie sans spoiler et une partie avec spoiler, mais sans les spoilers, je vais pouvoir dire, ils savent qu'ils doivent aller sur une planète parce qu'un des personnages capte un message de détresse. Vous allez me dire, comment ça, un des personnages, alors qu'ils sont sur un vaisseau? Parce que le mec est en sortie en zéro gravité, pour réparer un truc, et parce qu'il est dehors, son casque est plus à même de capter un signal de détresse que le vaisseau, qui fait presque 3 km, 5 km de long, et qui est monstrueux, et qui a plein d'équipements, et probablement des tours de communication particulièrement fortes. Et les mecs te disent, oui, mais tu l'as reçu parce que t'étais loin du vaisseau. Oui, il était loin du vaisseau, il était quand même en dessous de la grosse bâche carrée, là, qui ne sert à que dalle, à part foutre la merde au début du film. Donc, si ça passe la bâche carrée devrait déjà empêcher les ondes de passer si le mec est devant, et qu'il soit devant ou pas, ça n'a aucun sens que ton petit casque avec son petit récepteur soit plus à même de capter un signal ultra léger qui se promène au hasard dans l'espace. Et ça, c'est au bout de 5 minutes! Quelque part dans la grande tradition de Prometheus. Mais... donc... Si ça vous intéresse, l'histoire d'Alien Covenant, c'est que un équipage, à bord du vaisseau de colonisation Covenant, en route vers la planète Auriga 6, qui me semble est un petit clin d'œil à Alien Résurrection, puisque dans Alien Résurrection, le vaisseau s'appelle l'USM Auriga, il me semble bien. Ils sont en mission pour aller vers cette planète et coloniser cette planète, et par hasard, donc, pendant qu'un mec sort faire une réparation, ils croisent un petit signal de détresse, et ils se disent, tiens, c'est marrant, ça vient d'une planète complètement habitable. On va changer de route. Et on va aller vers cette planète. Et on va la coloniser. En pensant très clairement changer les trucs du plan et coloniser l'autre planète, au cas où elle serait bonne, tu vois. Mais... tant qu'à faire, faut pas juste la signaler à un truc, faut pas juste machin, non, faut pas faire toute la mission pour laquelle t'es prévu, il faut aller là où il y a le signal de détresse. Ce qui va nous amener à retrouver plusieurs éléments de Prometheus. S'il faut pas vous spoiler ce qui se passe, on va retrouver plusieurs éléments de Prometheus, en particulier le personnage de David, mais pas seulement. Et voilà. Et ensuite, une bande de personnages pour lesquels on n'a aucun réel attachement va crever. La plupart d'entre eux ont été présentés par une phrase, voire un mot pour certains. Et le reste, c'est parce qu'ils parlent du scénario et pas d'eux-mêmes, donc c'est pas vraiment du développement de personnages. Et tout se passe pour des causes idiotes, et toutes les explications qu'ils donnent, en vérité, n'ont pas de sens. Je peux pas vous en parler avant d'arriver dans les spoilers, mais... Par exemple, encore une fois, un truc tout au début, il y a un problème sur le vaisseau à cause de trucs spatiaux. Il y a un problème, il y a un truc quelconque qui se promène dans l'espace, comme ça, et qui fout une merde monstrueuse, et ça sort de nulle part, et c'est jamais vraiment expliqué, alors que le personnage dit « je veux savoir pourquoi est-ce que machin, etc. » On lui donne une explication. On a eu une explication, cette explication n'est pas crédible non plus. C'est à cette distance-là, sans avoir de corps astral dans les environs, ça n'est pas possible. Enfin, avec cette puissance-là, bref. Et c'est censé, du coup, faire revivre l'alien, le xénomorphe, et réinstaurer ce truc-là, sauf que le xénomorphe ne fait pas peur une seule seconde. Ils ont essayé de créer des espèces de sous-races de xénomorphes. Il y en a vraiment qu'une qu'on voit. Et ils sont assez ridicules, d'autant qu'il y a des interactions avec eux qui
gâche tout le potentiel qu'il pourrait avoir. C'est généralement lié à David, d'ailleurs. C'est des événements liés à David qui font que le comportement de la créature est trop intellectuel, entre guillemets. Et tout ça gâche profondément le truc. Mais de toute façon, c'était pour ça qu'à la base, c'était un peu idiot de faire une suite. J'ai toujours dit, on peut toujours faire des suites et il peut toujours y avoir des trucs intéressants à faire, mais regardez ce qu'a fait Jean-Pierre Jeunet pour Alien. La plupart des gens détestent Alien Résurrection parce que y a plus rien à faire d'intéressant véritablement avec cet Alien. À part en réinventer plein. Mais c'est même pas vraiment ce que fait ce film-là, en fait. La créature ne fait pas peur et ça sert à rien de faire des suites dessus et c'est encore prouvé là-dessus, mais le vrai problème de tout ça, je crois, est toujours Ridley Scott. Et je crois que j'ai saisi. Ça y est. C'est assez triste, finalement, mais c'est catastrophique. C'est à la mort de son frère, Tony Scott, pour ceux qui ne seraient pas au courant, qui avait réalisé pas mal de films d'action vachement intéressants. Ennemi d'État et Déjà Vu, par exemple, pour les plus connus. Ennemi d'État est avec Will Smith et Déjà Vu avec, je sais plus, Denzel Washington, je crois, un truc dans ce genre-là. Non. Je sais plus. J'ai pas vu Déjà Vu depuis très longtemps, mais je l'ai déjà vu. Mais son frère est mort, donc, et quasi immédiatement après ça, il est parti en Prometheus. Et ce qui va pas, c'est que cette nouvelle saga décide d'abandonner le côté peur et toute cette métaphore du viol et de la proie et des trucs dans ce genre-là, qui était profondément ancré dans l'Alien. C'est pas pour rien que l'Alien ressemble à une bite, hein, c'est parce que c'est une métaphore du viol. Il pénètre, il trempe dedans, il fait tout ce qu'il faut, il naît à l'intérieur de ton corps d'ailleurs. Et il est la mort de son frère, et je pense, un peu comme Martin Scorsese l'approche de sa propre mort. C'est un vieux monsieur maintenant, Ridley Scott, je sais plus quel âge il a, mais il est entre 60 et pas loin de 70, je crois. Donc, l'approche de sa propre mort aidant, le mec est rentré dans un espèce de délire mystique. Et d'un seul coup, Alien, au lieu d'être une métaphore du viol et un truc qui fait peur, est devenu la base d'un récit créationniste foireux, qui est une espèce de conflit entre Dieu et le diable, où je crois que les dieux sont les humains, mais je suis pas sûr, faudrait voir ce que va donner la saga au final, mais entre ces deux premiers films, je crois que c'est ça. Et le diable est... Ah, je peux pas vous le dire ça, mais le diable est... On le connaît, c'est une personne. Et... c'est pas les aliens, finalement. Un personnage de ce film fait plus peur que les aliens, presque. Et c'est pas le côté comme les anciens aliens où il y avait toujours un Burke. Je pense toujours à celui d'Alien 2 parce que son nom est évident, mais il y avait quelque part H dans le premier film. Il y a toujours ce mec qui est fasciné par les aliens et qui a absolument envie d'agir avec eux. Et là, en fait, c'est ça le méchant. C'est pas l'alien le méchant, c'est pas un personnage qui va utiliser les aliens parce qu'il est fasciné, etc. C'est un personnage méchant qui va utiliser les aliens pour une raison que je ne vous dirai pas dans cette version sans spoiler, mais que vous pourrez sans doute deviner. Et tout ça n'a rien à faire dans Alien. Et c'est en grande partie pour ça que la partie peur est totalement passée à côté. C'est parce que le film est censé essayer de servir des espèces de métaphores foireuses. Pour tout vous dire, je suis même pas sûr que ces métaphores soient là. Mais quand ton film commence avec un mec qui fait un discours sur la création de Dieu et qui est ton créateur et qui est machin, c'est assez évident, quoi. Quand on voyait les discours qu'il y avait eu avant, où il y avait tout le symbolisme de Shaw avec sa croix dans Prometheus, c'est que des trucs comme ça, quoi. Et d'ailleurs, là, dans celui-ci, il y a une nana qui porte un clou. L'héroïne porte un clou. Alors, l'héroïne dont on met 20 minutes à apprendre le nom. Pratique. Mais, elle porte un clou, et donc c'est le clou qu'on fout sur le truc, sur la croix, quoi. Enfin, l'une avait la croix, l'autre a le clou. Donc c'est le clou qui enferme le cercueil, littéralement. Enfin, je comprends pas qu'est-ce que tout ça vient foutre là-dedans. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'il s'est dit, tiens, ce sera parfait, Alien, pour faire une histoire créationniste, un machin dans ce genre-là. Je pige pas. Je pige vraiment pas. Qu'est-ce qu'il a pu le pousser à mélanger ces deux trucs-là? Ça n'a aucun sens. Ça n'a rien à foutre ensemble, et ça fout en l'air complètement la saga Alien. Mais le truc, c'est que je suis pas énervé. Je savais que ça allait être foireux. Donc pendant toute la séance, j'étais, oh mon Dieu. Mais en sachant que ça allait venir, quoi. Il y a des trucs qui m'ont surpris, parce que ce qui m'a surpris, c'est le côté explication foireuse. C'est-à-dire le côté, bon, très bien, vous voulez des explications, je vais vous mettre des explications, mais les explications sont toutes foireuses. Je trouve ça absolument incroyable. Enfin, c'est dingue.
Il y a aucune tension dans aucune de ces scènes. Tous ces personnages sont stupides. J'ai encore parlé enfin, j'avais parlé dans Prometheus, dans ma critique de Prometheus, des mecs qui enlevaient leur casque. Cette fois-ci, ils ont même pas de casque quand ils débarquent. Ils sortent directement à l'air libre. Je vais vous donner d'autres preuves, avant de passer à la version spoiler, de ce discours religieux, parce que le capitaine, enfin, le second, qui devient rapidement capitaine, nous dit qu'on voulait pas qu'il soit capitaine à la base, parce que il a la foi. Et il estime, et apparemment, donc, les gens qui font les équipes estiment qu'un personnage qui est croyant et qui a la foi ne pourrait pas être un bon capitaine de mission. Alors, au passage, il prouve parfaitement que ce truc était vrai, mais ça m'énerve parce que c'est un truc qui est très à la mode en ce moment chez les chrétiens, c'est les chrétiens. Dans des films à vocation chrétienne et à vocation d'être presque de la théologie, quoi, enfin de transmission et de défense de la religion. Et il y a plusieurs films qui sont sortis en ce moment, notamment un qui s'appelle God is Dead. Il y en a eu 2 qui sont sortis qui s'appelaient God is Dead, qui sont des films où les chrétiens se font passer pour une minorité persécutée et constamment mise à l'écart. Et c'est ce qu'ils essayent de ressortir dans ce film-là, du coup. C'est le truc, non, on voulait pas que je sois capitaine parce que j'ai la foi. D'où tu as vu une seule personne se voir refuser l'accès à un poste quelconque parce qu'il était religieux? Dans une mission comme ça, enfin, et du coup, ça m'énerve dès le début. Première phrase que sort Guy Pearce, sans prothèse dégueulasse cette fois-ci. Il a un maquillage de vieux qui est un peu plus réussi, mais il a pas de prothèse dégueulasse. Mais une des premières phrases que sort Peter Weyland, c'est je refuse de croire qu'on est le résultat d'un hasard génétique, qui est la réplique des créationnistes. Non, c'est pas possible qu'on soit juste le résultat d'une évolution, d'un hasard de cellules qui se rencontrent et de machin, c'est pas possible, il y a un dieu. C'est l'argument créationniste. On peut avoir tort ou raison, ça n'a rien à foutre dans Alien. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Je m'en fous du point sur la religion, savoir si ça existe ou pas. Ça n'a rien à foutre dans Alien. Quel est le rapport avec Alien? Qu'est-ce que ça apporte à un film d'horreur d'avoir un background religieux et une espèce de défense de la foi comme ça, absolument débile? C'est aberrant, ce truc. Qu'est-ce que c'est que ce récit? Ça n'a aucun sens. J'ai du mal à vous en parler parce qu'en fait, j'ai fait presque 15 minutes là, il ne se passe rien dans ce film. Le film ne sert à rien, il débarque sur une planète, il se passe des problèmes, il décolle, et c'est fini. Et vraiment, la salle était paumée à la fin du film. Je vous jure qu'à la fin de la séance, le film se termine tellement en nœud de boudin que la salle était... Vous savez, c'est... Le générique qui démarre, et on s'attend pas à ce que le générique démarre, on s'attend à ce qu'il y ait une autre scène, et donc tout le public attend... C'est une blague, ils nous font une feinte, il va y avoir une scène post-générique, il va y avoir un truc... Non! Le générique part comme ça. Alors, je t'ai dit, je suis parti très vite de la salle, peut-être qu'il y a une scène post-générique, mais je crois pas. J'en ai pas entendu parler, mais... il s'est tellement rien passé, et ça se termine tellement net que... Ouais, non, ça n'a... On a l'impression qu'il s'est rien passé dans le film, quoi. Le film n'a servi à rien. Je vais ajouter juste un truc avant de passer à la partie spoiler, en espérant peut-être vous pousser à écouter la partie spoiler plutôt qu'à aller voir le film. Si vraiment vous voulez savoir ce que vaut le film, regardez-le dans 6 mois quand il sera disponible, mais surtout n'allez pas en salle, n'allez pas lui faire croire que ce film peut marcher, c'est une catastrophe. L'une des raisons pour lesquelles les personnages décident d'aller sur cette planète plutôt que de continuer sur leur chemin, c'est qu'ils n'ont pas envie de retourner se coucher. Ils ont des cryotubes, qui est le moyen de transport utilisé constamment pour que justement ils sentent pas le voyage. Et ils disent « Ah, ça va nous mettre plus de temps d'arriver sur cette petite planète que sur la planète sur laquelle on devait aller à l'origine. J'ai pas envie d'aller de retourner dans mon caisson, ça vous dit pas qu'on retourne sur la planète là? Qu'on aille sur la nouvelle planète ?» Et tu fais « What the fuck ?» C'est ça ta raison. Les mecs ont pas envie de se recoucher. Oui. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la partie spoiler. Je vais essayer quand même de pas trop en dire, parce que il y aura sans doute une vidéo dessus un jour ou l'autre, où je reviendrai point par point sur tout ce qui va pas, et sur toutes les répliques, et sur tous les trucs, comme ce que j'avais fait avec Prometheus. Je sais même pas, à vrai dire. Je sais...
Prometheus, c'était une surprise. Celui-là, on s'y attendait. Je sais même pas si une vidéo serait utile. J'en sais rien pour l'instant, je me suis pas décidé. Mais, allons-y. Je vais le faire dans l'ordre. Il y a pas plus simple que de vous les faire dans l'ordre pour vous faire comprendre ce qui va pas avec ce film. Donc voilà, je vais vous faire dans l'ordre le récit de ce que j'ai noté devant le film. En mettant de côté un petit peu. Donc on démarre avec toute une scène qui est censée nous faire trouver formidable que David soit une librairie Wikipédia ambulante. C'est-à-dire qu'on est censé trouver ça génial, qu'il arrive à reconnaître des œuvres d'art juste avec un coup d'œil, avec un machin, et qu'il arrive à jouer un truc. En gros, tout ce qui a déjà été dit dans Prometheus. Merci, c'est utile. Guy Pearce, donc sans prothèse dégueulasse. Problème de VF, traduction. Guy Pearce, Wayland lui dit you are my creation, donc tu es ma création. Et ils ont traduit ça par tu es ma créature. Sans doute pour faire un écho à l'alien ou un truc dans ce genre-là, mais ça marche pas. Creation marche beaucoup mieux dans tous les cas, que ce soit en français ou en anglais. Ça n'a aucun sens de changer les deux. La petite réplique sur le hasard génétique. Le premier plan qu'on a sur le Covenant démarre au milieu du vaisseau et ensuite recule. Et ça n'a aucun sens parce que la seule fonction de ce plan, c'est d'être un plan un petit peu classe. Et du coup, de faire une caméra qui recule au milieu d'un vaisseau et qui passe au milieu des antennes de communication, qui ne sont pas capables de capter des trucs qu'un casque capte, mais des grandes antennes de communication, des échafaudages qui font tenir le truc, enfin, du vaisseau, quoi, les antennes du vaisseau, les petits machins qui dépassent du vaisseau partout. Et c'est uniquement pour faire un plan comme ça qui passe au milieu, parce que ce que montre la caméra au début, au-dessus du vaisseau, n'a aucune importance. On voit rien de spécial par ce plan, donc ça n'a aucun sens de commencer par le dessus. Filme ton vaisseau arriver comme tu veux, mais commencer au milieu de ton vaisseau pour filmer un truc au milieu du vaisseau, fais en sorte de filmer un truc important. Sinon ça sert à rien. Ça sert à rien de filmer le bas du vaisseau s'il y a rien. Imaginez que ce soit pas un vaisseau, que ce soit une route. C'est comme si le mec avait commencé juste en filmant le goudron et en se relevant pour passer au milieu de toutes les lumières qu'il y a dans la rue ou un truc dans ce genre-là. Alors que ça n'amène rien de spécial, quoi. C'est gratuit. C'est complètement gratuit. Ça peut être un peu esthétique, bien sûr, mais c'est complètement gratuit. Et du coup, tant qu'à faire, fais juste passer ta caméra au milieu des trucs du vaisseau, sans baisser la caméra pour filmer la coque quelque part, quoi. On s'en fout. Quel est l'intérêt de filmer la coque? Si tu filmes la coque, filme un truc intéressant sur la coque. Bon, bref. Je peux rester 3 heures sur un plan comme ça. Vous avez toujours une réplique qui revient tout le temps quand on me dit ça, quand je dis ça, c'est pourquoi est-ce qu'il faudrait que quelque chose serve à quelque chose dans un film? Parce que c'est le principe. Tu mets pas un élément dans une histoire qui ne sert à rien. Vous connaissez ça d'une façon plus spécifique, comme étant le fusil de Tchekhov, par exemple, des trucs dans ce genre-là, ou le setup payoff. Le fusil de Tchekhov, c'est dire, vous mettez pas un fusil armé ou un fusil dans un décor si personne ne va l'utiliser. Et c'est ça le principe, c'est que en principe tout ce qui est dans un film doit participer à la narration du film et doit participer à expliquer quelque chose sur le film. Filmer la coque d'un coup, juste pour pouvoir ensuite reculer la caméra et passer entre les trucs, ça ne raconte rien, ça n'a pas d'intérêt, ce n'est pas important. Donc ça a fait calculer des rendus à la con sur un vaisseau qui est en train de bouger en 3D qui était pas nécessaire. On pouvait directement filmer une planète et puis ensuite filmer des trucs qui passent devant la caméra et puis voir le vaisseau qui arrive. Et quand le vaisseau arrive, se baisser sur le vaisseau, commencer en bas et ensuite filmer le reste. Bref. Un plan peut m'énerver, c'est quelque chose qui m'arrive facilement. Oui, et ensuite on arrive au space stuff. C'est une éruption stellaire qui frappe le vaisseau et qui crée des dommages qui réveillent l'équipage. Une éruption stellaire. Donc une éruption stellaire, ça veut dire une éruption solaire, hein, parce que stellaire c'est une étoile et les soleils sont des étoiles. Tous les soleils sont des étoiles, c'est le principe, on appelle notre étoile le soleil, mais c'est une étoile, avant d'être un soleil, et il n'y a pas d'étoile dans les environs, et aucune étoile ne pourra envoyer une décharge aussi énorme, ou alors c'est qu'il y a une naine blanche dans un coin qui est en train d'envoyer des trucs monstrueux avec un trou noir à côté, mais on pourrait pas passer à côté de ça sans jamais le voir arriver, ou un truc dans ce genre-là, quoi. Ça n'a aucun sens, et le plus drôle, c'est que ce truc-là, donc, balaye le vaisseau, et tout ce que ça fait, c'est que ça décroche une voile, qui ne sert à... Les voiles servent à recharger le vaisseau. Mais par la suite, dans le film, ils vont te dire que le vaisseau ne peut pas fonctionner s'il y a une voile qui est détachée. C'est pas
la source d'énergie, c'est les recharges d'énergie, ce truc-là. Donc il n'y a aucune raison que ce soit cassé, enfin que le fait que ce soit cassé empêche le vaisseau d'être chargé de quoi que ce soit, ou un truc, enfin... Et du coup, alors il y a une seule voile qui est cassée, et il suffit de rebrancher une voile pour que tout le vaisseau redémarre. C'est extraordinaire. Des technologies qui fonctionnent comme ça, je trouve ça extraordinaire. Tu débranches le truc qui cherche juste à charger la batterie, le truc ne fonctionne plus. Ça n'a pas de sens. Du coup, ça crée une première mort, la mort d'un personnage qu'on ne verra jamais dans le film, James Franco, qui était censé être le patron de l'expédition à la base, et qui meurt avant qu'on ait eu quoi que ce soit. C'est-à-dire, on a vu le vaisseau ouvrir, on a vu Walter, donc qui est David, mais avec son nouveau nom, une nouvelle version de David 2.0. Walter lancer le vaisseau, on a le nom d'aucun personnage, on ne comprend pas quels sont les liens entre les personnages, et on veut nous faire démarrer directement en méga stress avec « Oh mon dieu, il y a un truc, il y a un machin, il y a un bidule qui a pété ici, oh mon dieu, il est en train de cramer dans son tube, c'est horrible !» Oui, c'est horrible, d'accord, mais je ne connais pas ce personnage. Donc, je m'en fous. Et c'était pas nécessaire de le faire mourir non plus. Oui, d'ailleurs, tiens, je suis en train de me demander ça. Quel était l'intérêt à le faire mourir? Pourquoi pas directement avoir écrit un scénario où il y avait un capitaine qui avait la foi? Quel était le truc de ce petit morceau de scénario? J'ai l'impression qu'il a coupé pas mal de scènes quand même. Notamment parce que... alors, je les ai pas vus. J'ai voulu voir ce film sans rien voir, pour pas justement essayer de me créer de l'entrain, ou au contraire de dire ça va être une merde dès le début. J'ai vu que la première bande-annonce. Je sais qu'après, ils ont diffusé des scènes entières du film qui ont été coupées, une scène de repas, je crois, notamment, qui dure apparemment 3-4 minutes, donc une grosse scène qui a été coupée du film, et qui a été retirée et diffusée sur Internet. Donc on explique le film avec une scène disponible sur YouTube. Vous savez ce que c'est le processus cinématographique, qu'un film, une œuvre cinématographique, c'est une œuvre entière, globale, fermée sur elle-même. Enfin, c'est complet, quoi. On n'est pas censé avoir besoin d'autre chose pour comprendre, à moins que ce soit la suite d'une saga. Mais du coup, on est censé juste comprendre ce qu'il y avait dans l'épisode d'avant. On n'est pas censé aller regarder des vidéos sur Internet pour comprendre le film ou pour avoir une meilleure compréhension des relations entre les personnages. C'est dingue quand même de retirer des trucs comme ça dans son film. Donc je sais, il pouvait même pas y avoir une scène avec lui, parce qu'il crame directement dans son tube quand il se réveille, donc il y aurait même pas pu y avoir une scène. Je sais pas, je comprends pas à quoi sert ce démarrage de film. C'est juste pour que Danny, c'est ça, comment elle s'appelle? J'ai noté parce qu'on attend 20 minutes pour avoir son nom. Danny, c'est ça. Donc c'est juste pour que Danny soit triste. Qu'est-ce que ça change dans le comportement de Danny du fait que son mec soit mort? Enfin, je vois pas. Je vois pas, ça sert à rien tout ça. Il y a encore plein de trucs pour évoquer le reste de la saga, notamment le titre qui apparaît de la façon traditionnelle avec les barres qui apparaissent petit à petit, etc. Et il y a une scène d'engueulade entre Danny et le capitaine du vaisseau, qui s'appelle comment? Omas, un truc dans ce genre-là. Je sais plus, mais ils ont des noms très bizarres dans ce film. Et c'est uniquement pour faire un écho à la dispute entre Ripley et... Comment s'appelle le capitaine du vaisseau dans le premier film? Je sais plus. Le capitaine du vaisseau dans le premier film. Je suis désolé, le nom m'est pas resté en tête. Là, ça fait longtemps que je les ai pas vus. Mais c'est uniquement pour ça. C'est uniquement pour créer cette espèce de paralysme visuel, parce que sinon, la scène ne change rien. Le personnage prend la même décision. On a juste... limite, c'est juste la scène où un personnage va donner les arguments raisonnables que n'importe quel spectateur donnerait devant le film, pour qu'un personnage du film puisse donner son argument foireux et essayer de convaincre les autres grâce à ça, et qu'on nous fasse comprendre pourquoi est-ce que les personnages ont agi bizarrement. Donc du coup, c'est là qu'on parle du fait que le capitaine a la foi, la voile qu'il faut réparer, le casque, détourner la mission, parce que les personnages ont pas envie de se recoucher. C'est dingue, le mec te dit ça nous prendra 2-3 mois pour aller sur la planète, on n'aura même pas besoin de retourner dans notre YouTube. Qu'est-ce que vous en avez à foutre de rester éveillé pendant 2 ou 3 mois? Quel est le problème à retourner dans vos créés YouTube juste simplement pour finir le voyage? Quel est le souci? Le vrai problème, à part le fait que, oh quand même, ça me fait chier d'entrer dans... C'est quoi le problème? Vous êtes cryogénisé, vous ne vous rendez pas compte que vous dormez. Vous vous en foutez que ce soit pour 2 semaines ou pour 7 ans. Rien à branler. Donc... on continue, donc là ils finissent par arriver, c'est là qu'on a des personnages secondaires ou tertiaires qui sont présentés par 1 ou 2 répliques, notamment
je crois qu'il est, je sais pas s'il est black ou métis, mais il y a un black dans l'équipe, et lui, il est la seule phrase qu'il définit, c'est les tétons de ma femme, les tétons de ma femme. Ils sont en train de s'engueuler sur un truc, c'est, tu voudrais pas voir ça? Les tétons de machin, et l'autre il fait, les tétons de ma femme. Les discussions dans ce film n'ont aucun sens. Il y a des dialogues comme ça qui se sont lancés, tu dis, qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter? Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait du Tarantinoing presque. C'est du personnage qui raconte n'importe quoi, qui a rien à voir avec l'histoire, mais là, pour le coup, c'est vraiment n'importe quoi. Je comprends pas comment ils passent dans ces dialogues. Ils sortent donc directement sans casque, bien sûr, mais avec des flingues. Pour pouvoir tirer sur l'alien, au cas où. Mais s'ils ont la présence d'esprit de se dire, il y a peut-être des trucs dangereux, on va prendre des flingues. Pourquoi n'ont-ils pas la présence d'esprit de se dire, il y a peut-être des virus dangereux, on va mettre un casque? Parce que qu'est-ce qu'il y a sur la planète? Il y a des virus! Et les virus, c'est des spores qui volent, mais genre qui volent comme un poisson, quoi. Vous avez des petits spores noirs, vous les voyez dans la bande-annonce, les petits trucs qui les rentrent dans l'oreille, quoi. Ça fait un petit amas de petites cellules, et ça nage en faisant et en se promenant dans l'air comme ça. Ça bat des ailes, enfin ça bat des spores. Ça bat du sport pour rentrer. Bref. Alors d'ailleurs, je vais peut-être passer là-dessus tout de suite avant de le mettre dans le détail. Ces spores, donc, ont été relâchés par David, qui a décidé de massacrer l'espèce des ingénieurs. Pour quelle raison, lui qui détestait Weyland également et n'aimait pas les humains, etc. Bonne question, quand même. C'est pourquoi est-ce qu'il est contre ces mecs-là, alors que manifestement David a un problème avec la race humaine et du coup veut se débarrasser de la race humaine. Pourquoi est-ce qu'il irait buter ceux qui veulent buter la race humaine aussi? Ça n'a aucun sens, quand même. D'ailleurs, c'est compliqué à comprendre parce que le vaisseau arrive, semble être reconnu par la foule ou par une espèce de cérémonie. Et donc du coup, comment il s'est craché ensuite? Parce que tout le truc dit qu'il s'est craché, quoi, que le vaisseau s'est vraiment craché. Donc quand? À quel moment? J'aime bien parce que le film devait répondre à plein de questions et finalement il fait soulever encore plus, quasiment. Et du coup, donc ce film nous fait découvrir une civilisation entière, mais qui est déjà morte. Donc c'est pas très intéressant, mais on arrive du coup dans une espèce de vieille cité antique, qui est la cité des ingénieurs, et tous les ingénieurs sont morts. Alors c'est marrant parce que je crois que les ingénieurs ont quand même taille humaine, parce que si vous regardez les cadavres au milieu desquels passent les personnages, il me semble qu'ils ont taille humaine, alors qu'avant ils étaient super grands. Mais encore une fois, qu'est-ce que ça vient foutre dans Alien? Il y a toujours eu que des humains, même 400 ans plus tard. D'un seul coup, et l'alien, mais qui est le alien, enfin la race alien, les xénomorphes, et on sait pas exactement d'où elles viennent, etc. Et c'était ça le mystère, quoi. Et d'un seul coup, il nous crée une nouvelle race. Et donc, alors je vais vous le dire maintenant, le xénomorphe n'a pas été créé par les ingénieurs. Attention, hein, si vous voulez pas les spoilers, je vais tout vous dire là. Vous savez qui a créé les xénomorphes? C'est David. C'est David. David a créé les xénomorphes. Voilà, c'est à ça que servait Prometheus, c'était à nous introduire le personnage de David, et c'est David qui a créé les xénomorphes. En butant chaud, donc ça servait absolument à rien qu'à survivre. En plus, hors écran, parce qu'elle a même pas une vraie scène jouée, on voit juste une espèce de copie de son cadavre, enfin un truc en silicone, quoi, un effet spécial, mais c'est pas elle physiquement qui joue le truc. Et donc voilà, c'est David. Avec ses petites mains, parce qu'en plus, le vaisseau s'est crashé, officiellement, on le voit jamais avoir des outils extraterrestres, alors que pourtant, il est dans leur cité, donc il pourrait justement avoir toute une technologie extraterrestre. Tout ce qu'il a, c'est leur lumière. Putain de cailloux qui brillent quand t'arrives à côté d'eux, c'est ça, c'est le seul truc qu'il a récupéré de leur technologie, quoi. Et grâce à ça, le mec a créé des œufs de xénomorphes. Et donc, c'est ça qui fout en l'air tout le truc de l'alien, c'est que on a des scènes où David se retrouve face au... Alors, il s'appelle le néomorphe, je crois. Ce truc-là ressemble aux aliens dégueulasses qu'il y a dans Dreamcatcher, l'adaptation d'un film de Stephen King. Une espèce d'alien gris, gélatineux, pas de forme. Et c'est de la peau en plus, donc c'est
c'est pas comme l'alien qui avait une espèce de carapace, un truc très bizarre, quoi. Le xénomorphe avait vraiment un truc très, très étrange et très de mélange de mécanique et d'humain, avec ces espèces de tubes étranges et tout le bordel. Là, c'est une masse de chair toute blanche. Et on peut lui parler. C'est-à-dire que je me demande même si la nana avait réagi autrement, si elle avait pas crié en voyant le xénomorphe autour de lui, si elle avait souffert sur les narines, si elle avait soufflé sur les narines, pardon, pas souffler, soufflé sur les narines, parce qu'il y a une métaphore là-dessus, souffler sur les naseaux d'un cheval, et il vous appartiendra. Et donc, il y a un moment où David souffle sur un xénomorphe, et tu fais, what? Votre créature, votre ennemi, votre monstre principal, vous faites une scène où il y a un être humain, qui ressemble à un être humain, c'est pas un être humain, mais quand même, qui arrive en face et qui fait. Et l'alien fait. Où est l'horreur là-dedans? Comment vous voulez créer une scène d'horreur quand il y avait une relation intelligente qui se crée entre intelligente, tel con, mais telle qu'elle est faite, mais quand il y a une interaction intelligente entre David et la créature. Donc, la créature peut être raisonnée, donc. Il suffit juste qu'elle ait pas envie de vous bouffer et elle peut être raisonnée, donc c'est quoi ce délire? Il y a toute une scène d'ailleurs aussi après où il ferme tous les stas et tu t'arrêtes pas de te demander mais si vous arrivez véritablement à suivre où est l'alien en général, sans avoir besoin de le poursuivre, qu'est-ce que vous faites à tourner comme des cons dans les couloirs? Vous attendez, vous regardez le couloir, vous fermez les sas et puis vous l'enfermez dans un sas. Il y a même pas besoin de le pourchasser avec la petite machine qui fait pouip, 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 comme dans les... C'est joli, pouip, pouip. Comme dans Alien 1 et Alien 2, enfin, vous savez, ce radar, le fameux radar qui justement a marqué tout le monde par ce côté ultra anxiogène. C'est du suspense à la Hitchcock. Vous savez qu'il y a une bombe sous la table, vous savez juste pas quand est-ce qu'elle va exploser, et vous avez ce truc vous avez juste un bip pour vous repérer. Et du coup, vous entendez le truc biper, et vous savez qu'à un moment ça peut arriver, mais vous savez pas quand. Et quand ça commence à bouger, que ça fait que ça se rapproche de plus en plus, vous dites, est-ce qu'il est loin et il court, ou est-ce qu'il était caché immobile dans un coin et il vient de se mettre à marcher? C'est ça qui est censé fonctionner dans le truc. Là, on peut lui souffler à la gueule. On peut rôter à la gueule de l'alien et il bouge pas, putain de merde. Et ça, c'est pour le comment ils appellent ça? Le néomorphe? Le néomorphe. Et le xénomorphe, quand il naît, c'est ridicule. Ils ont affiné son corps quand il est en larve, ce qui fait qu'il n'y a plus du tout ce côté grosse bite qui sort du corps, quoi. C'était vraiment le principe du truc, et c'était aussi ça qui rendait ça violent, c'est que c'était large, quoi. Même la petite larve du xénomorphe, quand ça sortait, c'était large. Et le truc devait sortir donc d'un coup sec et t'éclater. Et là, du coup, donc ça sort, c'est tout fin. On distingue très clairement les jambes, qui sont parfaitement liées. Donc on a l'impression que c'est une espèce de... On dirait que c'est un mannequin sur le catwalk. Vraiment, on dirait que c'est ça. Un mannequin sur un podium qui est en train d'avancer avec les jambes bien serrées. Donc là, il avance pas, il est encore avec les jambes dans le truc. Mais du coup, on a cette espèce de petites jambes toutes frêles qui sont à la base du truc. Et David, quand il le voit naître, fait son espèce de « je suis ton dieu, ton créateur », il se met en espèce de forme de croix comme ça. Et le xénomorphe, je vous jure, le xénomorphe le regarde et fait... Et il écarte les bras pour se mettre en signe de croix aussi. Et tu fais, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il lui faut 3 minutes pour atteindre sa taille adulte. 3 minutes. Même pas en temps de récit, justement, quoi. En temps de récit, il lui faut une scène pour devenir adulte. Mais dans le temps que vivent les personnages dans le film, ça doit être équivalent à peu près 3 heures. 3 minutes, pardon. Et du coup, c'est le premier qui naît. Donc en toute logique, ça devrait être une reine. Et ben non. Et alors, il est en CGI les 3/4 des plans. C'est évident. Il y a quelques plans, notamment à la toute fin, quand ils sont vraiment sur le point de s'en débarrasser. Il y a quelques plans où il est interprété par un personnage dans un costume, et ça se voit parce qu'il est beaucoup plus droit, et il bouge de façon beaucoup plus logique. Mais alors sinon, il est entièrement en CGI tout le temps. Et donc là aussi, comment retirer la peur, quoi. Et il y a encore un truc qui m'énerve, c'est que ce nouveau néomorphe est censé avoir un nouveau mode de naissance parce qu'il naît en te sautant par le dos. En te sortant par le dos. Et c'est
c'est un peu gore, mais pas très intéressant à voir pour le coup. Et le premier naît comme ça. Mais le deuxième est vomi par la bouche du mec. Même pas comme un xénomorphe normal, mais... Et je croyais d'ailleurs justement que ça allait en être un autre, qu'il allait avoir juste... Parce que je me suis dit, c'est ça. Alien Covenant, ils vont peut-être créer plein de races d'aliens différentes, et peut-être que du coup, chaque truc qui infecte chaque mec créera un alien ou un xénomorphe ou un néomorphe différent. Non, non. C'est, justement, je me demandais si c'était pas le serpent, enfin la bite vagin anus là qui avait dans Prometheus, le premier du nom, qui le premier serpent qu'il trouvait dans l'huile noire. Je croyais que c'était ce truc-là qui allait sortir. Non, non, c'était le truc de base. Mais il est pas sorti par le dos, il est sorti par la bouche. Donc même le truc que tu viens de créer, t'arrives même pas à être consistant. Putain de merde. Oh là là. Ah oui, un truc aussi, c'est l'alien, pour finir là-dessus, et après je reviens au développement, nous reviendrons à votre programmation traditionnelle et normale, mais l'alien essaye de rentrer sur un vaisseau qui décolle, et donc pour essayer de contaminer le vaisseau complet, rejoindre le gros vaisseau où il y a tous les colons et essayer de le contaminer, et du coup ils doivent le battre, et dès qu'il passe sous le moteur du vaisseau, le truc crame avec des flammes qui sortent de lui, vraiment le truc a l'air d'avoir pris feu, quoi. Il y a toute une scène de baston avec Danny, du coup, et alors Danny, je crois, passe 5 ou 6 fois en dessous des moteurs du truc. Et en toute logique, aurait dû cramer 5 ou 6 fois. Et non, parce que nous, on veut qu'elle survive, c'est le personnage doit remonter pour que la scène d'action continue, et qu'il y a un autre truc, etc., et puis qu'elle puisse remonter, puis qu'on puisse croire que c'est fini, puis qu'en fait, non, c'est pas vrai. Et... ça n'a pas de sens. Il y a un mec qui se fait contaminer pour retourner dans le vaisseau, je veux bien savoir quand est-ce qu'il s'est fait contaminer. Exactement. Comme le xénomorphe a attaqué le mec qui était ressorti du truc où il y avait les œufs et que l'autre il s'était juste fait attaquer sans rien, il s'était juste pris de l'acide, à quel moment est-ce qu'il y a une créature qui lui a pondu dans le corps? No ID. No fucking ID. Donc reprenons le cours normal de notre programmation, maintenant que je vous expliquais en quoi c'était nul au niveau de l'alien. Ils reprennent la musique de l'original aussi, c'est d'Alien 1 et de Prometheus, vous savez, la petite musique avec les petites flûtes qui font pendant que la caméra se promène. Et dans le premier, c'était mis sur des grands couloirs et des machins, genre c'était vachement intéressant. Là, ils le mettent quand ils atterrissent sur la planète. Genre t'as 7 personnes, un grand soleil, des fougères, des machins, et t'as la musique angoissante de Alien. Je fais, bah non, enfin, au moins fais l'intérieur de nuit, enfin je sais pas... Putain de merde! Il y a des changements basiques qui pourraient rendre ça plus intéressant quand même. Il y a un gars qui fume dans ce film. Non seulement ils ont pas de casque, mais ils sortent et ils fument. Donc contamination de l'environnement en plus, quoi. Une équipe de génies, encore une fois, envoyée dans l'espace. Encore une mauvaise traduction. Quand ça commence à être la merde, il retourne vers le vaisseau. Et la pilote du vaisseau s'appelle Faris, et tout le monde lui dit « Faris, viens nous aider, Faris, viens nous aider ». Sauf qu'ils n'ont pas traduit par « Faris, viens ici ». Ils ont traduit par « Faris, arrive ». Je veux rencontrer le traducteur qui a écrit ça et lui filer une médaille. Vraiment. Faris, virgule, arrive, point d'exclamation. C'est pas arrive, c'est viens nous aider. C'est pas arrive, enfin. Même le français de base, putain, ça marche pas dans ce film. Il y a... Ah oui, alors, très surprenant, mais alors dans le manque de développement total de l'équipage, je crois qu'il y a un couple gay dans l'équipage. Mais on s'en fout, on le découvre quand il y en a un qui meurt parce qu'il y a l'autre qui est au-dessus et qui est là « Oh non, mon chéri, tu es mort, machin », et je crois que c'est ça. Je crois qu'il y a un couple gay. Je suis même pas sûr, tellement ça va vite, et tellement ça arrive comme un cheveu sur la soupe au milieu de ce truc-là. Alors après, on arrive à tous les trucs de civilisation et de David et tout le bordel, qui parlent aux aliens. Oui, aussi le truc, c'est que les attaques de l'alien sont toujours évidentes. Dans le premier Alien, ce qui foutait les boules, c'est qu'on savait jamais à quel moment est-ce qu'il allait arriver exactement. C'était toujours dans le noir, c'était toujours dans des trucs un peu bizarres, il fallait mettre la lampe torche sur lui, puis il faisait un truc spécial, et puis machin, ou alors il arrivait de façon un peu étrange. Là, ça passe tellement vite, et à chaque fois, ça passe vite parce qu'on sait qu'il va y avoir une attaque, et on sait même d'où est-ce qu'elle va avoir lieu.
Genre, il pourrait y avoir au moins un truc. La scène de la douche, je pensais qu'au moins les personnages seraient surpris sous la douche. Bon, c'était évident qu'ils seraient pas surpris parce que dans l'abondance des gens, on voyait la queue arriver en dessous, donc on savait déjà que les spectateurs on allait leur vendre la mèche avant que la scène d'horreur arrive. Mais putain, celle-ci, ils auraient pu la faire par surprise, quoi, merde. C'est quand même dingue. Bref. Alors, il y a un truc aussi, c'est que Walter est blessé, il peut s'auto-réparer, apparemment. Sauf qu'il le fait pas à la fin du film, et qu'on n'a jamais vu, y compris 400 ans plus tard, aucun androïde être capable de se réparer. Et surtout pas une réparation automatique, quoi. Enfin, vraiment, le truc qui se répare de lui-même et tout, tu te dis, what? Encore une fois, qu'est-ce que vous avez été rajouté dans ce truc qui n'a aucun sens et qui ne tient pas, quoi? Mais un autre truc sur David qui est assez marrant, c'est que David se prend pour Perséphone dans Matrix. David roule des pelles à tout le monde. Et là encore, est-ce qu'on peut m'expliquer ce qu'il essaye de faire? Est-ce qu'il essaye de se sentir humain? C'est ça le truc. Il déteste les humains. Alors oui, il a peut-être une fascination amour-haine et il essaye de les comprendre tout en les détestant et en essayant de les détruire. Mais on comprend pas ce que ces scènes viennent foutre là-dedans d'un coup, quoi. Pourquoi est-ce que d'un seul coup il y a David qui se met à embrasser des gens et tout? C'est à la limite, il embrasse Walter. Je peux comprendre, parce que Walter lui ressemble. Il peut y avoir une espèce de truc, c'est genre, c'est moi, quoi. Walter, c'est moi. Et non, parce que 2 secondes plus tard, il fait un truc avec Danny et ça n'a pas plus de sens non plus. Je viens de me poser une question d'ailleurs, mais comment est-ce que Shaw a pu réparer David d'ailleurs, vu qu'il était complètement foiré à la fin du dernier, il pouvait plus se déplacer tout seul. Comment est-ce qu'elle a réussi à le réparer? Je voudrais bien savoir. Peut-être avec les mêmes outils avec lesquels David a créé les œufs. Ah oui, l'alien du coup, quand il essaye de s'échapper, ils sont donc sur un vaisseau cargo qui est fait pour encaisser comme un certain choc et qui est fait pour aller dans l'espace. Il précise bien un moment, la cabine est faite pour aller dans l'espace, donc ça marchera. Je voudrais bien savoir comment ils sont rentrés dans l'espace, parce que l'alien a défoncé ses vitres en 2 coups. Et c'est plus logique. Il y a un moment où ça marche plus, quoi. Enfin, vous pouvez pas faire du verre suffisamment résistant pour résister à la pression de l'espace, mais qui résiste pas à un coup d'alien. C'est pas possible. S'il avait bavé dessus, s'il avait foutu de son sang sur le truc pour que ça passe à l'intérieur, oui, j'aurais compris. Et là, il donne un coup de tête dessus, un coup de boule, et ça pète la vitre. Puissance de l'alien complètement démesurée, ou alors la vitre ne fonctionne pas, et tu te dis comment ce truc-là peut retourner dans l'espace. Et comment est-ce qu'il retourne dans l'espace après s'être fait fissurer? Parce que c'est tout le principe, c'est que cette vitre, elle empêche le vide spatial de rentrer, donc quand elle est déjà cassée, quand elle est déjà fracturée, comment ça se passe quand tu vas dans le vide de l'espace, quand tu traverses une putain de tempête, comme ils doivent se traverser aussi, parce qu'il y a une tempête sur la planète, donc What? Encore une fois, ça n'a aucun sens. Donc du coup, c'est là qu'il remonte, que dans la grande tradition des aliens, il y a un scénario en 4 actes, et donc à un moment, on croit que c'est fini, bah non, c'est pas fini, donc en fait, il y a un nouveau xénomorphe qui arrive sur le vaisseau, le plus grand vaisseau. À ce moment-là, on lance une alarme. Le but d'une alarme étant d'être entendu partout et que ce soit énorme, justement. Et il y a des personnages qui ne l'entendent pas parce qu'ils sont sous la douche en train d'écouter de la musique. Donc non seulement vous allez me dire que la musique est trop forte pour entendre l'alarme, mais en plus, vous allez me dire que dans ce super vaisseau high-tech, la musique ne se coupe pas quand l'alarme se déclenche. Et à la toute fin, donc, David, après avoir piégé les membres de l'équipage à nouveau dans leur caisson, sans leur dire qu'il était David et en leur faisant croire qu'il était Walter, prenant donc, comme je vous l'ai dit, la place du truc le plus flippant du film, David régurgite des embryons d'œufs aliens. Là encore, je ne sais pas d'où ils viennent. Je ne sais pas comment est-ce qu'il les a fait rentrer dans son corps à lui. Est-ce que c'est comme ça aussi qu'il a contaminé l'autre mec? Est-ce qu'il lui a fait rentrer un œuf entier dans le corps? Au cas où ça aurait dû être un peu visible au bout d'un moment, avant qu'il y ait le truc. C'est une capsule, et il y a le petit machin, le crawler, je sais plus comment ça s'appelle, merde, le facehugger, qui est en tout petit embryon au fond du truc. Donc tu dis, est-ce que c'est l'œuf alien de base? Mais alors à ce moment, pourquoi c'est transparent? Si c'est pas le vrai œuf, comment est-ce que le truc va se développer après? Est-ce que vraiment c'est fait pour? Et dans tous les cas, qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'ils foutent des petits trucs là-dedans, là au milieu de ce question cryogénique? Pourquoi est-ce qu'il
Est-ce qu'il répandrait pas le truc directement dans le vaisseau, je sais pas, et ensuite il poserait le vaisseau sur la planète et il répandrait ses créatures. Allez, gambade dans les champs, mes petits aliens. Enfin, qu'est-ce qu'il essaye de faire exactement? Ah. Donc voilà. Et après ça, le film se termine, et je vous jure, la salle était paumée à la fin du film. C'était ah bon, c'est fini. Les gens ont hésité à se lever pendant un bon bout de temps, le machin. Enfin, c'est assez dingue. Donc non. Non, 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 non. Et encore une fois, je suis presque énervé en fait. Je suis énervé de pas pouvoir être énervé. Parce que Prometheus, je pouvais du coup hurler, je pouvais vraiment me sentir trahi. Là, je me sens même pas trahi. Je suis dépité. Ouais, enfin, c'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut écrire des trucs aussi cons Comment est-ce que tu peux te prendre la tête à ce point à faire un scénario aussi débile simplement pour refaire du Alien? Trouve une nouvelle histoire de cargo intéressant, trouve un équipage intéressant, trouve une raison intéressante de faire rentrer le truc, trouve une raison intéressante de les faire aller sur une nouvelle planète, mais ces scripts sont débiles, ils ont aucun sens. Et donc, comme je vous disais, le film n'a servi à rien, parce qu'au final, il y a 8 membres d'équipage qui se sont réveillés sur les 2008, il y en a 7 qui sont morts, et voilà, et ils repartent. Avec Walter aux commandes, David aux commandes qui va du coup peut-être répandre des xénomorphes et des trucs dans ce genre-là, mais son plan est tellement absurde que tu te demandes vraiment si ça a un sens, quoi. Est-ce qu'il n'y avait pas des idées beaucoup plus intéressantes, sachant d'où était parti Prometheus à la base, enfin où se terminait Prometheus, est-ce qu'il n'y a pas plus intéressant à expliquer sur ce personnage, sur ce truc, tout ça, enfin c'est... Bref, c'est un immense gâchis de licence, et je prie le dieu des xénomorphes qui a été inventé dans ce film, je prie le dieu des xénomorphes que ça ne marche pas et que ça s'arrête là. C'est déjà bien, il a foutu en l'air le projet de Neil Blomkamp, parce que Neil Blomkamp, je sais pas ce qu'il allait faire en scénario lui-même, mais déjà le fait d'avoir dit non, je vais pas prendre en compte le 3 et le 4, ou je vais décider de m'interposer entre le 3 et le 4 et rajouter un truc au milieu, c'était débile. Mais alors du coup, ces films à lui n'ont pas plus de sens et ça sert à rien, quoi. Apparemment, ils veulent faire un troisième film, mais qui se passerait entre Prometheus et Covenant. Vous allez faire un film entier sur cette séquence de où David détruit la planète. C'est ça le principe et le projet. C'est vous vous êtes rendu compte en fait en écrivant le deuxième film que c'était le troisième film et qu'il fallait faire encore autre chose avant. Et apparemment, il veut faire encore 6 films au-delà de ça. 6 films au total. 3 films, 4 films en plus des 2 déjà sortis, dont un qui finirait une trilogie et une deuxième trilogie après. C'est un tel bordel pour que dalle. Pour que dalle! Il est aux commandes de tout, la Ridley Scott. Il a réussi à faire arrêter un projet, donc c'est clairement lui qui est aux commandes de tout le truc. Et tout ça pour faire cette espèce de merde créationniste à la con qui fait plus peur et qui est absurde et qui avait rien proposé d'intéressant, putain! Et ce que ça pourrait proposer d'intéressant n'a rien à faire dans ce récit, ça n'a rien à faire au milieu du xénomorphe, d'Alien et tout le bordel. Donc, voilà. N'allez pas voir Alien Covenant, ça ne vaut pas le coup. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.